Bonjour, bienvenue sur Éducation Voyageuse, moi c'est Justine et aujourd'hui on va parler de stratégie d'apprentissage. Je vais vous donner 14 conseils, 14 choses que vous pouvez mettre en place pour aider vos apprenants à développer des stratégies d'apprentissage efficaces. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Tu peux aussi me suivre ou me contacter sur Instagram. Sache aussi que j'ai un site internet. Tu y retrouveras des ressources, des témoignages de profs dans le monde, des formations, des articles et des infos pratiques. Alors n'hésite pas à aller y faire un tour. On parle donc de stratégie d'apprentissage. Les stratégies d'apprentissage, c'est tout ce que les apprenants mettent en place pour apprendre la langue cible. C'est toutes les techniques, tous les moyens. Et nous, dans nos cours, en fonction de ce qu'on fait, eh bien, il y a des choses qui faciliteront la mise en place de telles stratégies ou au contraire, qui les empêcheront. Donc ici, je vais vous donner des conseils pour justement aider vos apprenants à développer des super stratégies d'apprentissage. On va prendre la classification de O'Malley et on va dire qu'il y a trois grandes catégories de stratégies d'apprentissage. Il y a les stratégies métacognitives, donc c'est ce que l'apprenant met en place pour réfléchir sur son apprentissage et du coup le gérer. Il y a les stratégies cognitives, ce que l'apprenant met en place pour traiter dans notre cas le contenu linguistique, le sens. Et il y a enfin les stratégies socio-affectives, c'est-à-dire comment est-ce que l'apprenant interagit avec les autres pour favoriser son apprentissage et comment il gère aussi la dimension affective de son apprentissage. On commence avec les stratégies métacognitives et notamment avec la stratégie métacognitive d'anticipation et de planification. Ça va être tout ce que l'apprenant peut mettre en place pour être autonome dans son apprentissage, le gérer, se fixer des objectifs. Donc là, une des premières choses que vous pouvez faire, c'est justement expliciter les objectifs de votre cours. Que ce soit dans votre syllabus de cours ou que ce soit à l'oral au début de chaque séance, par exemple, vous pouvez dire, eh bien, dans mon cours, les objectifs qu'on souhaite atteindre sont voilà, vous pouvez les décliner. Ça permettra à l'apprenant de savoir quels sont les buts à atteindre, de justement se positionner par rapport à ça et ça donnera du sens, ce qui permettra l'engagement et la motivation de vos apprenants. Deuxième chose qui est un peu liée que vous pouvez faire au début par exemple de votre semestre ou de votre session, c'est de faire expliciter leurs objectifs à vos apprenants. Vous pouvez de façon la plus minimaliste, vous pouvez leur demander pourquoi ils apprennent le français, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le français par exemple, ou vous pouvez leur demander, ok, à la fin de mon cours, qu'est-ce que tu veux avoir acquis comme compétence? Qu'est-ce que tu veux avoir atteint comme objectif? Ça permet pour eux d'expliciter parce que des fois ils n'ont pas conscience, donc de conscientiser le but de leur apprentissage et ça permet donc de donner du sens à leur apprentissage et ça leur permet tout au long de la session du semestre de savoir aussi où ils en sont et s'ils sont prêts ou loin de leur propre but. Troisième chose que vous pouvez faire, ça va être de leur faire émettre des hypothèses. Donc là on est plutôt sur la stratégie d'anticipation. À la fois sur le contenu du cours, ok, qu'est-ce que vous pensez qu'on va voir, qu'est-ce qu'on devrait voir comme thème à votre avis, mais surtout sur le contenu d'une activité. Par exemple, vous pouvez introduire un thème, un document, par exemple vous donnez un titre, et vous pouvez leur faire émettre des hypothèses sur qu'est-ce qu'on va voir là-dedans. En fait, ça leur donnera le réflexe d'anticiper toujours leur apprentissage, d'anticiper ce qu'il y aura à apprendre. Par exemple, ça peut être aussi, vous leur donnez un document, ok, d'après vous, sans vraiment lire le document, sans aller en profondeur, quels sont les points importants. Voilà, on leur permet d'anticiper leur apprentissage. Ensuite, on va avoir, toujours dans les stratégies métacognitives, on va avoir les stratégies, la stratégie métacognitive d'attention. L'attention, il faut savoir que si on ne sait pas à quoi on doit faire attention, on fait attention à rien de manière qualitative. On passe à côté de beaucoup d'informations. Pour pouvoir être attentif et longtemps sur quelque chose, il faut savoir quoi regarder,
à quoi être attentif, à quoi prêter attention. On l'a tous eu dans nos classes de voir des apprenants qui passaient à côté de quelque chose parce qu'en fait ils ne savaient pas quoi regarder. Et là, pour ça, ce que vous pouvez faire, par exemple quand vous faites des exercices de compréhension, notamment orale, c'est leur donner les questions en amont. C'est-à-dire vous pouvez leur faire passer les questions et leur dire ok, je te laisse lire les questions, tu as tant de temps pour lire les questions, tu en prends connaissance et tu sauras à quoi prêter attention pour y répondre. Ça peut être aussi un texte à trous que vous leur laissez, dont ils prennent un peu connaissance avant d'écouter. Et ensuite ça va être aussi la qualité de vos consignes. Donner des consignes qui sont précises. Si vous leur dites exactement quoi faire, ils sauront où poser leur attention et on évitera d'avoir la dispersion d'informations, mais aussi ils regarderont et du coup ils noteront. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice où on vous dit, on voit un groupe. Dans une vidéo on voit un groupe de jeunes gens qui jouent au ballon et on te dit ok, compte le nombre de passes qu'ils font. Donc toi, ton attention, tu regardes, tu vois le nombre de passes qu'ils se font et en fait en plein milieu il y a une espèce d'homme déguisé en ours qui passe et en fait si tu as ton attention sur le ballon, il a beau être énorme l'ours qui passe, tu le vois pas. C'est à quel point l'attention elle est sélective. Donc il faut s'en servir de ça parce que c'est très bien qu'elle soit sélective parce que nous dans certains exercices on veut justement cette sélectivité, mais du coup nous en tant qu'enseignants on doit diriger cette attention absolument. Ensuite on a une stratégie métacognitive d'autogestion. C'est-à-dire que c'est les stratégies que met en place l'apprenant pour chercher à réunir les meilleures conditions de son apprentissage. En gros, en langue cible, c'est qu'il va chercher des opportunités de s'exposer à la langue étrangère. Donc ça, s'ils sont totalement autonomes, vous n'avez pas besoin de le faire. Mais dans la plupart des cas, ils ne le sont pas et il faut qu'on les aide à l'être. Et un des moyens, ça peut être donc soit de leur dégager du temps, mais concrètement avec nos contraintes temporelles, c'est pas possible. Du coup, peut-être leur proposer une liste de ressources complémentaires. Vous pouvez les inviter à aller faire des exercices, consulter des sites, consulter des ressources qu'ils peuvent faire en toute autonomie. C'est déjà un premier pas pour eux dans cette mise en place de la stratégie d'autogestion. Ensuite, on va avoir les stratégies métacognitives qui sont d'autorégulation et d'auto-évaluation. L'autorégulation, c'est par exemple, je suis en train de faire une activité, je me rends compte que je suis en train de faire un contresens et je rectifie. Ça, c'est une autorégulation. Une auto-évaluation, c'est que je vois que j'ai une telle tâche à faire, à effectuer, et je me dis, ok, est-ce que je peux le faire? Si je peux pas le faire, qu'est-ce que je dois mettre en place? Voilà, c'est plutôt auto-évaluer mes compétences à effectuer une certaine tâche. Pour tout ce qui est donc autorégulation et auto-évaluation, vous allez essayer, c'est un des conseils, de proposer des évaluations qu'on appelle formatrices. Vous savez, ces évaluations comme le contrôle continu, pas forcément notées, parce que la note ne fait pas tout, c'est vous qui voyez ça au niveau de la notation, comment vous gérez, mais pas forcément notées, ça dépend de votre public. Qui vont leur permettre de se positionner dans leur apprentissage. C'est-à-dire qu'ils vont voir s'ils maîtrisent telle ou telle compétence, où est-ce qu'ils en sont, et du coup repositionner, réajuster leur apprentissage. Vous pouvez aussi leur mettre à disposition des grilles d'auto-évaluation. Que ce soit au début pour en faire une évaluation diagnostique ou lorsque ils ont une tâche à effectuer, vous pouvez leur faire passer une grille d'auto-évaluation où ils auto-évaluent, ils estiment leur niveau. Et ce qui est important, c'est aussi de leur donner un feedback sur cette auto-évaluation, puisqu'ils ne sont pas forcément les meilleurs juges d'eux-mêmes encore. Et pour ça, vous pouvez faire vous la même évaluation, remplir la même grille pour la même tâche. Et comme ça, ils confronteront et ils auront la capacité de mieux s'auto-évaluer et de auto-réguler leur apprentissage. Ensuite, on passe aux stratégies cognitives, donc de traitement du contenu linguistique. On a une stratégie cognitive qui est de mémoriser. Et oui, quand on apprend une langue, mémoriser, c'est quand même essentiel. Donc là, la première chose à faire quand on est enseignant de français langue étrangère ou de langue étrangère, ça va être de
leur permettre de parler cette langue étrangère, de s'exprimer. Donc c'est créer des opportunités dans votre cours où ils parlent la langue. De manière formelle ou de manière informelle, ça peut être de parler la langue en petits groupes sans votre intervention, ou de manière formelle devant les autres ou avec vous, peut-être même de façon notée, à vous de voir. Mais en tout cas il faut qu'ils aient cette opportunité, vous pouvez les inviter à répéter, à simuler, tout ça. Ensuite on a un conseil qui pourrait vous être utile pour qu'ils retiennent, mémorisent les points importants de chaque cours. Et ça va être à la fin de chacune de vos séances de récapituler les 3 points importants. De dire en fait à la fin de cette séance, on a fait tout ça, ok, mais voilà surtout ce que vous devez en retenir. Point 1, point 2, point 3. En fait, de les simplifier, de les résumer, de les énumérer à la fin, en gros de les simplifier, ça va permettre une meilleure mémorisation par rapport à leur apprentissage. Alors, toujours dans les stratégies cognitives, là on a la stratégie cognitive de grouper. En fait, ça va être de venir classer, catégoriser la matière enseignée, donc ici ça va être la langue, selon des attributs communs. Concrètement, ce que vous pouvez mettre en place, c'est utiliser des tableaux. C'est déjà assez présent dans les manuels, vous l'aurez sûrement vu, par exemple pour tout ce qui est de l'ordre du linguistique, de la grammaire, de la phonétique. En fait, selon les attributs communs, on vient classer et grouper. Par exemple, on vient faire des tableaux de conjugaison, on vient, par exemple, si vous avez des éléments à relever, par exemple tous les verbes à la première personne, tous les verbes au présent, à l'imparfait, voilà, on vient classer de manière à grouper ensemble les éléments qui se ressemblent. Comme ça, c'est visuel, c'est... Ouais, c'est visuel, ça permet une meilleure représentation mentale et donc une meilleure assimilation. De venir grouper, ça nous permet de mieux traiter l'information. Ensuite, on a la stratégie cognitive d'inférence. Grosso modo, on peut dire que c'est de deviner le sens ou le code linguistique à partir de ce qu'on connaît déjà. C'est en déduire quelque chose. Donc pour ça, vous pouvez inviter vos apprenants à repérer ce qu'ils connaissent déjà dans un document. Par exemple, donc c'est surtout éviter, si vous voyez un apprenant qui se rue vers le dictionnaire, ça il faut y remédier, il faut essayer de lui donner confiance en lui et l'inviter à repérer ce qu'il connaît déjà, à se baser sur ça et à en déduire quelque chose. Donc concrètement, on vient leur faire émettre des hypothèses à partir de la forme, à partir des mots internationaux, à partir des mots que vous avez déjà travaillé ensemble, enfin des mots, des structures, peu importe, je ne sais pas ce que vous avez travaillé, mais du sens que vous savez qu'ils connaissent déjà, par exemple du lexique qu'ils ont déjà vu, tout ça. Donc vous vous basez sur ce qu'ils connaissent pour essayer de leur faire émettre des hypothèses sur le sens ou en tout cas sur peut-être si vous travaillez la grammaire, ce qu'ils connaissent déjà, ce qu'ils peuvent éventuellement en déduire. Par exemple, en didactique du plurilinguisme, on le fait même surtout pour se rendre compte qu'on part pas de rien en fait quand on apprend une langue étrangère. On part pas de zéro comme les bébés quand ils naissent ou même quand ils sont dans le ventre, on part pas de zéro. C'est-à-dire que si vous faites l'exercice par exemple, donc ça relève de la didactique du plurilinguisme, mais vous pouvez leur faire les mettre en confrontation avec un document d'une langue qui est totalement inconnue et assez lointaine. Et en fait, on va pouvoir les amener à faire réfléchir sur le fait qu'en fait, ils parlent pas de rien, ils peuvent voir, émettre des hypothèses, par exemple se dire ah oui ça c'est un article de journal, je repère 2-3 mots, ça a l'air d'être des consignes, ah non ça ressemble plutôt à une notice de médicament, la forme, voilà. En fait qu'ils arrivent déjà à repérer des choses, même si en effet ils vont pas comprendre le coréen s'ils sont pas un minimum exposés au coréen ou qu'ils ne l'ont pas appris, mais ils vont pouvoir déjà dégager les éléments qu'ils connaissent et en déduire quelque chose. Donc voilà, on les aide à repérer le connu. Ensuite, toujours en stratégie cognitive, on a la stratégie cognitive de traduire comparer. C'est l'idée qu'on se sert des compétences acquises en L1 ou dans une autre L2 pour maîtriser la langue cible. Par exemple, ou en tout cas pour comprendre le système linguistique de cette langue cible.
Donc là, ce que vous pouvez faire vous dans la classe, c'est utiliser la L1 ou la langue maternelle ou la langue véhiculaire, la langue de communication que vous utilisez en classe, si vous avez un public hétérogène. Mais en fait, utiliser donc cette, on va dire, langue maternelle ou la langue de communication dans la classe pour y faire référence parce que vous êtes en train de voir un point précis. Je m'explique. Typiquement, vous êtes prof d'espagnol ou alors vous êtes prof de français face à un public hispanophone, vous voulez leur expliquer le pluriel. Concrètement, vous n'allez pas le traiter de la même façon si c'est avec une langue, si leur langue maternelle est une langue où le pluriel n'existe pas. Mais si vous avez une langue latine par exemple, alors pas l'italien puisque c'est la lettre qui change, mais si c'est l'espagnol par exemple, vous allez leur dire en fait c'est comme en espagnol, le pluriel c'est un S. Le masculin, le singulier, vous allez l'expliquer de cette manière-là s'ils sont hispanophones en leur disant mais il y a un masculin, il y a un féminin. C'est comme en espagnol sauf que ça se traduit pas pareil, vous c'est OA, nous c'est E pour le féminin. Que si vous avez un public anglophone où là il faudra leur expliquer par rapport à leur langue, oui vous il y a des hommes, des femmes, mais les objets par exemple n'ont pas de masculin ou de féminin, alors en français c'est ça. Mais vous vous appuyez des langues connues. Par exemple si vous êtes en collège et que vous avez une classe de latinistes, si vous êtes prof d'allemand, vous allez leur dire ok, bah, l'allemand c'est une langue à déclinaison comme le latin. Ça va permettre en fait de faire des passerelles beaucoup plus facilement et eux ils mettent des stratégies explicitement. En fait ils le font implicitement mais ça peut prendre beaucoup plus de temps, tandis que si vous appuyez des langues que vous savez qu'ils connaissent, bah, ça ira beaucoup plus vite. Et la dernière, je n'en ai mis qu'une ici, mais c'est une stratégie socio-affective, j'ai choisi celle de la coopération, puisqu'en fait le but ça va être d'interagir avec les autres dans le but de favoriser son apprentissage, mais aussi de résoudre un problème lié à une tâche à effectuer. Et pour ça ce que vous pouvez faire c'est mettre en place des travaux de groupe, puisque ils devront adopter les attitudes appropriées par rapport à eux-mêmes, mais par rapport aux autres pour effectuer cette tâche justement. Donc, on a parlé des stratégies cognitives, métacognitives, socio-affectives, et je vous ai donné 14 conseils que vous pouvez essayer de mettre en place dans vos cours pour aider vos apprenants à développer toutes ces stratégies. Si vous avez mis en place certaines de ces choses, si vous avez des retours, n'hésitez pas à nous en faire part. C'est très important, c'est très enrichissant d'avoir vos retours pour tout le monde. Moi je vous dis merci et à bientôt!